J'ai pu approcher Zlatan Ibrahimovic, Ronaldo, Messi. Celui dont vraiment je suis très proche, c'est Nicolas Anelka. J'ai vu Thierry Henry pour les interviews, il va vouloir vous parler. Les parents d'Antoine Griezmann, tu as pu leur parler un petit peu? Alain Delon est venu avec Il est venu en plateau. Bonjour, bienvenue sur Mi-temps. Aujourd'hui, je suis parti à la rencontre d'Arnaud Ramsey, journaliste très réputé dans le monde du sport. Vous allez découvrir dans cette vidéo plein d'anecdotes et moments forts du football. Bonjour Arnaud, donc tu es journaliste sportif. Exactement. Journaliste, là c'est toi qui te fais interviewer. Ça te pose pas de problème? Absolument aucun, j'ai totalement confiance. Alors d'abord, moi je me considère comme journaliste. Donc j'ai une carte de presse avec un numéro de carte de presse qui est de 76 305, qui est mon numéro de matricule qui m'accompagne depuis 1994, depuis que j'ai eu cette carte de presse. Et je trouve que journaliste sportif, c'est un petit peu réducteur. Donc moi je me considère d'abord comme journaliste. Je raconte toujours des histoires, que ce soit pour mon petit journal ou pour après un parcours un peu plus classique que j'ai eu, en me spécialisant effectivement dans le sport, où j'ai été salarié de longues années de France Football, le billet hebdomadaire à l'époque du groupe L'Équipe qui m'a permis de couvrir plusieurs Coupes du Monde, le billet hebdomadaire qui a inventé le Ballon d'Or en 1956. Et après, un peu comme un joueur de foot, j'ai pu être transféré, donc je suis passé au Journal du Dimanche, j'ai travaillé sur la chaîne M6. Là tu as créé une bande dessinée autour du football. Alors c'est un scénario, moi je connais mes limites, il vaut mieux pas que je dessine, mais c'est déjà ma quatrième. En fait, je connais bien le domaine du sport, j'ai pu l'approcher, et la bande dessinée qui est très lue par un jeune public permet de s'adresser à un public différent. Et donc j'ai commencé la toute première en 2013, et ça, d'ailleurs c'était un peu visionnaire, c'est un peu prétentieux, mais c'est une bande dessinée. Je voulais raconter un peu l'envers du décor du Paris Saint-Germain. Pourquoi le Qatar, en 2011, a mis la main sur le PSG? Quel est leur intérêt? Donc c'était une BD plutôt humoristique qui imaginait, en 2013, Ben Arfa au Paris Saint-Germain. Et il a débarqué au PSG quelques années après, et Ben Arfa se met un petit peu la zizanie, comme partout où il a joué. Donc ça permettait un peu sous couvert d'humour d'explorer le Paris Saint-Germain et le football, de raconter des vérités qu'en tant que journaliste on ne peut pas toujours raconter, et de le faire sous forme d'humour. La dernière, elle est sortie au mois de juin, et c'est vraiment un sujet qui me tenait à cœur, c'est l'histoire vraie d'Alexandre Villaplane. Je ne sais pas si ça te parle. Non, ça ne me parle pas. Pourtant tu es dans le foot, et moi non plus, et c'est plus ennuyeux qu'être travaillé à France Football, ça ne me parlait pas. Mais donc la première Coupe du Monde de football de l'histoire, elle a eu lieu en 1930. Oui, c'est l'Uruguay qui la gagne, c'est ça? Exactement, c'était en Uruguay. Et le capitaine de cette équipe de France s'appelait Alexandre Villaplane, il avait 25 ans, et 15 ans après, il a été fusillé pour collaboration avec les nazis. Donc c'est une histoire vraie, peu connue, et je l'ai mis, alors là c'est une BD un peu sérieuse, où j'ai mis Alexandre Villaplane en opposition avec un autre personnage qui a vraiment existé, qui s'appelle Étienne Matler, qui était son partenaire en 1930, qui a été le capitaine de l'équipe de France plus tard en 1938 pour la Coupe du Monde en France, et qui lui s'est engagé dans la résistance. Donc c'est cette histoire que j'ai voulu raconter en bande dessinée. Comment le voir? Parce qu'il a été capitaine de l'équipe de France, donc on devrait vraiment le soutenir, mais en même temps il a collaboré avec les nazis. Donc comment tu as réussi à... Tu l'as mis en valeur dans la BD? Il faudrait que je lise cette BD. C'est une bonne remarque, c'est un équilibre. En fait, moi, comme je te disais, je travaille pour différents magazines, et pour un magazine qui s'appelle Citizen K, qui est un beau magazine. Et j'ai fait un article à leur demande sur Alexandre Villaplane il y a 3-4 ans. Et en racontant cette histoire, en voyant les photos d'époque, je me suis dit, mais c'est un sujet en or, c'est un personnage de roman. Mais c'est entre guillemets un pur salaud, malgré tout. Mais après, en creusant un peu, on se rend compte que c'est pas pour le défendre, mais qu'il s'est engagé du côté des Allemands, on va dire, par opportunisme, par cynisme. Parce que à l'époque, le football était 100% amateur, ou alors c'était de l'amateurisme marron, ou du professionnalisme marron, c'est-à-dire qu'ils avaient des emplois un peu de complaisance, et que lui avait envie de mener la belle vie, donc il a été en prison pour des paris hippiques truqués, il était un peu à la limite de la légalité, et donc il avait déjà fait la prison, et là, la collaboration lui a attendu. C'était plus un opportuniste, Exactement, ce qui n'est pas plus défendable. Donc après, j'ai fait un vrai travail de journaliste, de recherche, j'ai lu le plus de documents possible, j'ai eu la fille d'Étienne Matler, qui est toujours vivante, donc, qui a vu son père se faire arrêter par les Allemands en 1940. On ne sait pas vraiment dans quelle mesure il a collaboré, même s'il a fini fusillé, ça c'est officiel. J'ai essayé un peu, entre guillemets, d'inventer pour que ce soit un peu romanesque. Voilà, moi je me sers du sport et du football pour raconter le monde. Je suis pas, et ça me fait penser à une réflexion qu'avait eue, je crois que c'était Stéphane Guivard, champion du monde de football, qui avait appelé France Football, où je travaillais, pour râler après un article en disant qu'on était des footballeurs ratés. C'est peut-être une perception qu'ont certains joueurs de foot quand ils lisent les articles de journalistes en disant vous auriez voulu faire ce qu'on fait, nous on fait notre métier. Et ce que je veux dire, que moi je n'ai jamais imaginé d'autre chose que d'être journaliste. Donc je n'ai pas dévié, simplement
j'ai élargi mon horizon et plutôt que d'écrire entre guillemets simplement des articles, je le fais sous forme de documentaire, de bande dessinée et encore une fois d'accompagnement d'athlètes comme Lizarazu, Antoine Griezmann ou Youri Djorkaeff pour qu'ils racontent leur vie qui sont vraiment extra larges. Une vie de footballeur, Griezmann, on peut se dire il avait que 26 ans quand j'ai fait son livre, enfin quand il a fait son livre avec moi, mais 26 ans footballeur, c'est pas que c'est vieux, mais on a vécu déjà plusieurs vies. Donc voilà, c'est ça qui m'intéresse. Bon, tu sais, rassure-toi, parce que les joueurs aussi disent que les arbitres sont des footballeurs ratés. Peut-être que Donc c'est vrai. Peut-être que c'est vrai. Peut-être que c'est vrai. Et dans ta carrière de journaliste, tu as pu côtoyer d'autres journalistes qui, je sais pas moi, qui t'ont aidé, qui ont permis de t'édifier? J'avais moins de 20 ans, j'ai fait des stages à TF1, au service culture, auprès de Stade 2, donc il y avait déjà Gérard Rolls, donc ça permet un peu d'observer comment travaillent entre guillemets les anciens, même si j'en suis un maintenant. Et par exemple, on avait Alain Delon qui vient de nous quitter, qui était invité, et qui adore le sport, qui adore la boxe, parce qu'il a joué dans Rocco et ses frères, un boxeur, et qui nous a fait revivre le combat de Marcel Cerdan contre Jack LaMotta. Et donc Jack LaMotta est celui qui a inspiré Robert De Niro et Martin Scorsese dans Raging Bull. C'est-à-dire qu'Alain Delon est venu avec Il est venu en plateau, il a dit ouais. Je voudrais revivre ce combat. Donc on a monté des images d'archives de ce combat, on a replacé l'événement sportif dans son contexte historique, le combat entre Jack LaMotta et Marcel Cerdan en 1945 ou 1946. Et on a fait venir Marcel Cerdan Junior, donc le fils du regretté Marcel Cerdan, et Jack LaMotta, qui est venu spécialement des États-Unis. Je ne peux pas dire que ce soit la personne la plus gentille de la Terre, mais il avait un charisme extraordinaire de long. Donc, je me doute, Et sur ce plateau, alors ça remonte, parce que c'était en 1996, mais il était tout miel, parce qu'il y avait... Et puis moi, de voir le vrai Jack LaMotta, parce que j'adore Raging Bull, c'était extraordinaire. Et est-ce que tu as pu côtoyer d'autres footballeurs des pays étrangers, je sais pas moi, comme Bobby Charlton ou Franz Beckenbauer? Alors j'ai interviewé plusieurs fois Franz Beckenbauer. La chance que j'ai eue, c'est de travailler longtemps à France Football, qui est l'inventeur du Ballon d'Or. Et c'était une porte d'entrée, j'allais dire facile, non, mais ça m'a permis d'aller par exemple, Shevchenko a eu le Ballon d'Or en 2004, d'aller passer 10 jours en Ukraine un petit peu avant. Il est ukrainien, il a joué au Milan AC de mémoire. Exactement, exactement. Et en fait, il faut se rendre compte, parce que le temps file vite, c'est qu'à l'époque, on ne savait pas qui allait être le Ballon d'Or. Aujourd'hui, tout fuite, etc., etc. Je suis allé préparer le terrain parce que Shevchenko ne savait pas qui serait Ballon d'Or. Mais en revanche, au moment où il aurait le prix, quelques semaines après mon article, il fallait que les articles soient mis en boîte. Et donc j'ai pu interviewer, alors je ne suis pas sûr que ça te parle, Oleg Blokin, qui était un grand attaquant. Oleg russe, non enfin ukrainien, mais et qui a joué au Dynamo Kiev et qui a eu le Ballon d'Or, lui, comme joueur, qui était vraiment une légende et qui à l'époque était sélectionneur de l'Ukraine. Donc ça m'a permis de rencontrer plein de joueurs qui ont été Ballon d'Or, qui ne sont pas forcément les plus connus. J'ai eu la chance, moi je suis de la génération un peu de la Coupe du Monde 98. Donc France Football organisait ce qu'on appelle des faces aux lecteurs, donc des footballeurs iconiques venaient et souvent j'étais choisi. Donc il y a Luis Figo avec qui j'ai déjeuné, je n'étais pas tout seul, mais il y avait des lecteurs, il y avait Zidane. Et puis dans mon métier, j'ai couvert beaucoup de Coupes du Monde, donc j'ai pu approcher Zlatan Ibrahimovic, Ronaldo, Messi, mais je ne peux pas dire que ce soit des amis. Bien sûr, non, mais... Et alors, est-ce qu'ils sont comme à la télé? On fait paraître Zlatan Ibrahimovic comme un arrogant. Est-ce qu'ils sont comme ça quand vous déjeunez J'aurais bien aimé déjeuner avec Ibrahimovic parce que vraiment je suis fan absolu du personnage. Je trouve vraiment que c'est la culture de la gang au PSG, celui qui a vraiment transformé, alors j'oublie pas l'histoire du PSG, les Daleb, ceux d'avant, les Suzic, mais celui qui, sous l'ère qatari pour moi, a vraiment été le pion essentiel dans l'attitude, dans la gang, et on voit la longévité qu'il a, Ibrahimovic. Donc, voilà, moi je connais plus les Bleus, Lizarazu, Djorkaeff, Emmanuel Petit, Franck Leboeuf, eux, j'ai déjeuné avec eux, je les connais un peu. Les Zlatan, je l'ai vu en zone mixte, donc il joue un peu un rôle, mais il est tellement bon journaliste, et c'est un cadeau d'avoir quelqu'un de cette personnalité-là. Celui dont vraiment je suis très proche, c'est Nicolas Anelka, parce que je l'ai connu quand il avait 15 ans, que j'étais à son mariage, que je l'ai encore régulièrement. Lui, je connais vraiment très bien, je connais ses parents. J'ai aidé le documentaire, toutes les interviews dans le documentaire Netflix sur Anelka, c'est moi qui les ai faites. Donc j'ai fait les 11 heures d'interview d'Anelka, j'ai fait celle de Wenger et autres. Anelka, je le connais vraiment très bien, parce que où qu'il soit allé dans le monde, que ce soit à Shanghai, à Mumbai, quand il jouait à Manchester. Oui, tu as écrit un livre. J'ai écrit un livre sur avec lui. Il était en 2010. Exactement, juste avant la Coupe du Monde. Donc il était à Chelsea encore. Exactement, et malheureusement, c'était un peu son rêve de participer enfin à une Coupe du Monde, parce qu'il a été recalé en 98. Il faisait partie
de la liste élargie d'Aimé Jacquet alors qu'il avait réalisé le doublé Coupe Championnat avec Arsenal. Il a été écarté. 2002, il n'est pas choisi. 2006, il n'est pas choisi. 2010, on se dit enfin. Et puis il s'est passé ce qui s'est passé. Avec le fiasco. Avec le fiasco. Puis Anelka qui l'a incarné quelque part parce que viré des Bleus, la une de l'équipe. Comment, donc, toi qui le connais, comment il a vécu ça, Nicolas Anelka? Comment il a... ça a été très violent. Ça a été Après, violent j'en ai beaucoup parlé avec lui. C'est-à-dire qu'en fait... Je pense pas qu'il voulait ça. Il voulait pas faire tout ce scandale. Non, moi ce qui m'a gêné pour la ligne de l'équipe, si vous voulez, c'est pourtant qu'un journal que j'adore, auquel j'ai contribué, je suis partie de l'association des anciens, c'est le côté photomontage où on a l'impression, si vous vous souvenez de la une, en plus des paroles, qui ne sont pas celles qui ont été dites littéralement, c'est le côté, on a l'impression que Anelka va frapper Domenech. Ça a été dans les vestiaires, l'équipe a considéré, il n'avait pas tort sur le fond, que ça traduisait l'état d'esprit de l'équipe de France actuelle. En fait, si vous décryptez vraiment cette période de l'équipe de France sous Domenech, c'est-à-dire en gros de la demande en mariage où j'étais à 2 mètres de Domenech, à Estelle Denis, à l'époque je travaillais pour M6, alors que l'équipe de France était éliminée au premier tour de l'Euro 2008, jusqu'au fiasco de Naxna, c'est 2 ans dont on se dit c'est pas possible de ne pas aller dans le mur. Donc Anelka, c'était la goutte d'eau. La goutte d'eau, mais c'est un ras-le-bol général. Un ras-le-bol en tout cas, il y avait la main de Thierry Henry pour se qualifier contre l'Irlande au Stade de France. Moi j'étais au stade où c'était quand même très violent. C'était violent. Il y avait Zaya, quand même l'affaire Zaya, c'était au même temps. Franck Ribéry. Franck Ribéry et Benzema par ricochet. Donc tout ça traduisait un climat délétère où Domenech a été prolongé pour de mauvaises raisons, par peur de mettre Didier Deschamps et que France 98 mette la main dessus. Donc Anelka, forcément, moi je l'ai eu pas mal. C'est-à-dire qu'avant même d'aller en Afrique du Sud, d'abord les matchs amicaux étaient catastrophiques. Moi j'étais juste avant, ils perdent contre la Chine. En match amical, c'est pas possible de perdre contre la Chine, qui est vraiment très médiocre. Les entraînements étaient de mauvaise qualité. Domenech était le sélectionneur, mais on savait qu'il était remplacé par Laurent Blanc quelques semaines plus tard. Donc Anelka, je ne jouais pas à son poste, donc il n'est pas forcément défendable, ni irréprochable. Mais cette équipe de France, il y a aussi le fait, ça avait été beaucoup commenté à juste titre, c'est-à-dire que Domenech avait nommé Patrice Evra capitaine, alors que William Gallas pensait l'être. Donc Gallas faisait la tête toute la Coupe du Monde. Donc mis bout à bout, c'était pas possible de performer. Comment se passe l'attribution du titre du Ballon d'Or à un joueur? C'est un vote? C'est quoi exactement? Oui, alors c'est ce qui fait la force En fait, c'est un peu le paradoxe du Ballon d'Or. C'est-à-dire que vous le savez pas avant? Vous n'avez pas une petite idée de qui va être... Alors moi, je suis plus à France Football. Non, mais avant, à l'époque, Si, en fait, France Football organise le Ballon d'Or depuis 1956. Le premier, c'était Stanley Matthews, un Anglais. Et le principe du Ballon d'Or, c'est un peu comme l'Eurovision. Un pays, une voix. Après, le règlement a un petit peu évolué. Mais en fait, il faut quand même bien connaître le foot. Et donc la France, le Japon, enfin tous les pays du monde votent pour leurs 5 meilleurs joueurs. Et donc c'est l'ensemble ça permet d'écrémer, de faire une liste de 20. Et dans cette liste de 20, je résume un peu. Bien sûr. Mais en fait, voilà. Et ce qui, moi, me fascine et m'intéresse, c'est que, alors que les footballeurs, ils sont ultra sollicités, ultra primés, cette récompense, elle leur tient quand même à cœur. C'est l'un des paradoxes d'avoir une distinction individuelle pour un sport collectif. Des gens vont dire à juste titre que c'est pas normal que Messi ait tout écrasé, qu'il y ait quasiment... Alors il n'y a eu qu'un seul gardien de but, c'est Lev Yashin. Buffon n'a jamais eu. Ah, il n'a pas eu Buffon? Non, c'est Lev Yashin. Lev Yashin, un russe. Il y a eu très peu de défenseurs. Bon, Beckenbauer était un peu plus qu'un défenseur. Il y a eu Mathias Sammer. Il y a eu Fabio Cannavaro, capitaine de l'Italie en 2006. Mais voilà, c'est un peu l'injustice des milieux de terrain, des gardiens de but et des défenseurs surtout. On va plus au stade pour regarder les buteurs, ceux qui font le spectacle. Mais comment ça se passe? Voilà, c'est un vote et il y a une vraie curiosité des joueurs de savoir s'ils sont dedans. Là, il y a quelques jours a été annoncé la liste des nominés en fait. Le règlement a un peu changé. Maintenant, il y a aussi justement, dans l'esprit de ce que je viens de te dire, il y a ce qu'on appelle un trophée Lev Yashin qui récompense le meilleur gardien de but, ce qui est nouveau depuis quelques années, parce qu'ils n'en avaient jamais. Donc il y a Mac Maignan qui fait partie de la liste. Et voilà, jusqu'au dernier moment, le secret normalement doit être tenu et il est décerné par le patron de France Football au vainqueur, qui est souvent un joueur du Real Madrid la plupart du temps. Mais donc il y a un petit parfum de mystère, d'attente. Et après, c'est vrai qu'avec les réseaux sociaux ou d'autres, les choses fuitent un peu plus vite. Parce que vous ne savez pas en amont, peut-être quelques heures à l'avance, pas vous, mais très peu en fait, mais en fait, comme il faut boucler le journal, il faut qu'en fait que le journal qui sera imprimé avec le nom du Ballon d'Or
quand nous, moi j'y travaillais à l'époque, on le savait, mais on ne signait pas de charte de confidentialité, mais ça ne sortait pas. Ça sortait Il y pas, avait ça pas fuitait encore pas. les Ouais. portes. Non, non, non. Après, parfois, il y a des noms qui s'imposent pour gagner le Ballon d'Or. Hein. Bien sûr. Moi j'ai une anecdote, c'est que j'avais remis un prix à Thierry Henry, qui était joueur français de l'année. J'étais venu avec Gérard Ernaut, qui était le patron de la rédaction de France Football. Et il y a eu un débat vachement intéressant entre Ernaut dans les locaux d'Arsenal, Thierry Henry jouait à l'époque à Arsenal, qui avait été deuxième du Ballon d'Or derrière Pavel Nedved. Et en fait, Henry estimait en 2000, et il avait fait une saison extraordinaire, champion d'Europe avec les Bleus et avec Arsenal, il avait été brillant, il ne comprenait pas pourquoi c'était Nedved. Et donc Gérard Ernaut essayait de lui expliquer, peut-être l'injustice, mais que, en fait, je pense que Pavel Nedved, entre guillemets, a profité de l'éclatement des pays de l'Est, où chaque pays compte une voix, comme il est tchèque. Les pays sans doute de l'Est, peut-être par attachement, ont voté pour lui. Et Thierry Henry, c'est pas qu'il avait mal vécu. Comme Franck Ribéry, et lui, il l'a dit publiquement, il avait très mal vécu. Il a très mal vécu, oui. Et je peux comprendre, pour moi, il le méritait. Il En le 2013, méritait. il le Ah, méritait. oui. Il avait gagné la Ligue des Champions, Il le avait championnat, tout tout. Exactement. Ouais, c'est vrai. Exactement. Ouais, c'est vrai, je suis d'accord. Moi, j'ai prévenu mon patron, Gérard Ernaut, j'ai dit, j'ai vu Thierry Henry pour les interviews, il va vouloir vous parler. Et Ernaut pensait, comme il lui remettait un trophée, qu'il allait être accueilli à bras ouverts. Et c'était un débat engagé, non pas musclé, mais c'était agréable parce que Henry voulait comprendre, il veut toujours comprendre. Bien sûr. Donc, ouais. donc c'était amusant. Enfin, amusant. C'était bien d'en être le spectateur à privilégier en tout cas. Donc tu as écrit plusieurs biographies sur plusieurs footballeurs. Football, tu as fait qui? J'ai fait ça avec Nicolas Anelka, j'ai fait ça avec Youri Djorkaeff, Vicente Lizarazu et Antoine Griezmann récemment. Avec Dominique Grimaud, où je racontais des épopées ou des livres entre guillemets de facture plus classique. Et puis j'étais assez proche de Lizarazu. Il y avait la Coupe du Monde 2006 en Allemagne. Et un éditeur, c'est aussi un homme d'affaires. Donc il a envie de publier des choses qui peuvent potentiellement marcher. Et il s'est dit, il y a la Coupe du Monde 2006 en Allemagne, Lizarazu joue au Bayern Munich, il est apprécié des Français. On va sortir un livre pour la Coupe du Monde 2006. Et donc c'est les éditions Grasset, qui sont extrêmement prestigieuses. Donc Vicente Lizarazu, c'était ton premier livre, c'est ça? Ton premier livre sportif? Mon premier livre, biographie. Ouais, biographie. Voilà, moi j'avais déjà écrit une dizaine de livres avant, mais accompagner un sportif comme Ta première biographie, ouais, Lizarazu. Voilà, c'était non, en fait, pas tout à fait. Je vais te raconter, c'est que ça aurait dû être Lizarazu. C'est-à-dire que quand Grasset, qui est l'éditeur le plus prestigieux avec Gallimard, qui édite très peu de livres de sport, vous approche, c'était mon cas en 2005, pour sortir un bouquin en 2006 sur Lizarazu, je lui dis, c'est pas la chance de ma vie, mais ne laisse pas passer cette chance. Et donc j'ai contacté Lizarazu, que je connaissais bien, qui a demandé un temps de réflexion, qui aime bien tout contrôler, ce que je peux comprendre, et qui s'est dit c'est un peu trop tôt, je suis encore en carrière. Et je me suis dit, Grasset a envie de publier la bio d'un joueur de foot pour le Mondial 2006, propose quelqu'un d'autre. Et donc je me suis tourné vers Youri Djorkaeff, que je connaissais peu, mais comme ça pour des interviews, qui venait de s'engager avec New York Metro Stars. C'était son rêve de finir à New York. Il y a 2 ans, c'est pas ça? Oui, mais il venait vraiment de signer, il jouait encore en Allemagne. Et voilà, Grasset a accepté. Et donc j'ai pu aller 5 jours à New York, faire des tonnes d'interviews de Youri Djorkaeff, le faire se raconter. Et le livre est sorti, et il a plutôt bien marché chez Grasset. Et du coup, je suis revenu à la charge pour Lizarazu, qui a été mon deuxième, 2 ans après, un livre avec Lizarazu. Oui, parce que Vicente Lizarazu a terminé en 2006 de mémoire au Bayern. C'est une bonne question, j'ai un petit trou maintenant. Je crois qu'il a fini un petit peu plus tard, mais je ne sais plus, parce qu'il est allé à l'OM. Il a fait l'OM, après il a fait un an au Bayern. Il a fait une année. Alors est-ce qu'il finit en 2006? C'est possible, c'est possible. En tout cas, moi, quand je l'ai écrit, je dormais dans une des suites. Non, voilà. En fait, j'étais allé plusieurs fois chez lui à Munich. Quand il a signé à l'OM et qu'il est revenu au Bayern, il est resté 6-8 mois dans un hôtel assez luxueux. Et moi, il m'avait mis au fin fond de la chambre d'hôtel qu'il partageait. Donc, effectivement, il finissait sa carrière, à Bayern. À Munich, moi, je l'ai vu beaucoup. Il habitait Munich même? Oui. Il y avait une jolie maison? En fait, c'était une maison classique. Je n'ai pas vraiment visité, mais je voyais où elle était. Pour Griezmann, en fait, qui est le livre que j'ai écrit qui a le mieux marché, qui est traduit au Japon, en Espagne. Il était traduit dans plusieurs langues. Oui. En République tchèque, en Pologne, en Hongrie, aux États-Unis, en Chine. Et tant mieux, c'est bien. En fait, j'ai écrit un livre avec Mathieu Bastaro, qui est un joueur de rugby. Et Mathieu Bastaro, qui a été capitaine du 15 de France de rugby. Je l'ai sorti avant la Coupe du Monde 2015 de rugby. Et son agent image était aussi celui d'Antoine Griezmann, que j'avais déjà interviewé, et je trouvais qu'il avait un profil, Griezmann. Donc c'est par ce biais-là
que j'ai pu approcher Griezmann et signer le contrat juste avant l'Euro 2016 où Griezmann a pris une épaisseur, où il est devenu, je veux dire, en fait, les joueurs de foot, souvent, ils sont connus, mais ils ne sont connus que des fans de foot. L'Euro 2016 a fait basculer Griezmann qu'avec sa célébration inspirée de Drake et puis sa joie de vivre et ses buts, il était meilleur buteur, meilleur joueur de la compétition, fait qu'il a basculé dans une autre dimension. Donc le livre où il se racontait est sorti en mai 2017. Ouais, il a dû te parler de son enfance, elle n'était pas évidente son enfance, parce qu'il était rejeté un petit peu de partout. C'était exactement l'angle du sujet, c'est-à-dire que pour la petite histoire, quand je suis allé le voir, autant Lizarazu, Djorkaeff, je les connaissais vraiment bien, question de génération, j'avais suivi les Bleus. Griezmann, je l'avais interviewé 2 fois, je ne le connaissais pas. J'avais vu avec sa sœur, Maud, qui le gère, de quoi j'avais besoin. Et donc quand il m'a reçu chez lui, à Madrid, on ne se connaissait pas bien, je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu as envie de raconter dans ce livre? Parce que c'est ton livre. Et il m'a dit, un petit peu comme tu viens de le résumer, j'ai envie de raconter que j'en ai chié. C'était ça. C'est pas très poli, mais c'était ça. Non, mais c'est ce et de montrer que, voilà, Mm. par son gabarit, il a été rejeté de tous les centres de formation français. Lui qui est très fusionnel avec sa famille, a dû s'exiler à 900 km parce qu'il est de Mâcon. Il a dû débuter à la Real Sociedad avant d'exploser plus tard. Donc voilà, c'était aussi raconter ses joies, mais aussi ses souffrances. C'est peut-être fort, mais c'était la réalité. Et c'est pour ça que le livre, je lui ai proposé comme titre Derrière le sourire, parce qu'il affiche toujours la banane, on l'a vu, il a était le seul à aller saluer le public, malgré une prestation, on va dire, mitigée. Il est toujours souriant, toujours de bonne humeur. C'était de raconter que derrière les sourires, pas de façade, mais que voilà, il faut avoir du caractère et qu'il est passé par des étapes où quand lui, il est rejeté, il n'est pas accepté par Lyon, par Saint-Étienne, par Lens, par Auxerre, et qu'il doit partir à 900 km et héberger chez quelqu'un qu'il ne connaît pas. Voilà, c'était difficile. Et il y a eu aussi. De toute façon, c'est comme ça. Le sportif de haut niveau, c'est comme ça qu'il se construit. C'est rarement un chemin extrêmement linéaire. Même Zidane, même les plus grands joueurs de l'histoire, ils ont eu des points de rupture qui font qu'ils avancent. C'est ce qui fait la marque des grands champions, c'est de se relever et de continuer à avancer. Bien sûr. Ouais. Mathieu Bastaro était joueur de l'équipe de France de rugby, cousin de William Gallas. Il est cousin de William Gallas. Voilà, métis, donc il y en avait peu dans le rugby à l'époque, il y en a un petit peu plus. Et venant de la région parisienne, donc pas le profil du rugbyman classique qui vient du sud-ouest et qui est blanc, pour caricaturer. Bien sûr. Et en fait, j'ai été très clair avec Bastaro quand on a déjeuné ensemble, et comme je le suis avec les joueurs de foot, et je te parlais de Griezmann après pour une anecdote, c'est que je leur dis, voilà, moi je ne suis pas procureur et vous n'allez pas être milliardaire avec les livres. En revanche, c'est une sorte de trace que vous allez pouvoir laisser pour la famille. Et Bastaro, j'allais dire malheureusement, là on parle beaucoup de l'affaire Oradou, Gégou, c'est avec l'histoire de viol en Argentine. Alors c'est pas la même chose, mais Mathieu Bastaro, il a été malheureusement connu pour un peu un fait divers. Je la fais très court, c'est qu'il y avait un match de l'équipe, c'était juste avant la Coupe du Monde en Nouvelle-Zélande, en 2011, il y avait un match amical en Nouvelle-Zélande. Il est revenu avec un cocard, il a dit qu'il s'était fait agresser, donc là-bas ça a été une affaire d'État, et en fait il avait menti, il avait dit qu'il s'était effondré, ivre de fatigue et un peu plus sur la table de nuit, et donc François Fillon était Premier ministre à l'époque. Il faut se rendre compte il avait 20 ans à l'époque, il a été viré de l'équipe de France, sommé de quitter la Nouvelle-Zélande pour la France, et c'était vraiment le répudier. Si vous tapez Bastaro Nouvelle-Zélande, vous allez un peu comprendre ce qu'il a vécu. Et donc quand moi, on a déjeuné ensemble pour que j'essaie de le convaincre de faire ce livre, je lui ai dit, ça sera ta vérité, mais on ne peut pas ne pas parler de cette histoire. Et donc quand on a fait des interviews à Toulon, parce qu'il joue à Toulon, que j'ai enregistré pour le livre, je n'allais pas aborder tout de suite ce moment de bascule dans sa vie. Et j'ai attendu, puis à un moment, il était en confiance, on en a parlé naturellement. Et ce qu'il m'a dit, et je savais que c'est ce qui serait repris par les journaux, c'est que ça a été tellement violent à subir le contre-coup avec les réseaux sociaux et autres, qu'un jour, en lisant un commentaire assez désagréable sur lui, sur son physique, sur ce qui s'est passé en Nouvelle-Zélande, il est allé dans la cuisine, il a pris un couteau, il s'est tranché les veines, il s'est écroulé sur le sol, et c'est des amis qui l'ont évacué. Et après, encore une fois, quand je fais ce genre de livre avec des sportifs, ils ont un droit de regard parce que c'est leur nom. Il aurait pu, à la relecture, me dire ça tu coupes, j'ai pas envie. Et il a choisi d'assumer. Et Griezmann, pareil. Alors c'était beaucoup moins dangereux, mais je ne sais pas si tu te souviens, en fait Griezmann, c'est un peu le genre idéal, mais il y a eu une petite affaire, pas dramatique, mais
quand ils jouent en équipe de France Espoir, il y a eu une sorte de... Ils ont fait le mur, ils étaient au Havre, ils sont allés à Paris avec Yann M'Vila et d'autres joueurs, et jusqu'au bout de la nuit, et comme l'équipe de France a été éliminée, c'est sorti et son nom a été jeté en pâture, donc il était suspendu. Et donc lui a été un peu épargné médiatiquement parce qu'il jouait en Espagne, mais il m'a expliqué comment il s'est fait engueuler par son père, comment à l'époque au Real Sociedad c'était un entraîneur français, Philippe Montagnier, qui était son entraîneur, a pu le protéger un peu. Mais voilà, un livre, il faut aussi qu'on raconte ses joies, mais aussi ses échecs et ces moments un peu où on est moins sur le devant de la scène. Les parents d'Antoine Griezmann, tu as pu leur parler un petit peu? Oui, alors c'est une très bonne question, c'est-à-dire que Griezmann, il est toujours dans le présent. Autant Youri Djorkaeff est très attaché à son histoire de famille, son papa Jean a été capitaine de l'équipe de France. Griezmann, par exemple, basiquement, quand je suis allé le voir, je lui ai dit, ce livre, il va falloir te raconter un peu ton histoire parce qu'il a un grand-père portugais. Griezmann qui a joué en équipe, qui a joué en première division portugaise. Et je lui ai dit, raconte-moi un peu tes racines portugaises. Ton nom Griezmann, c'est un peu, pas curieux, mais c'est quelle origine? Il m'a dit, écoute, je n'en sais pas beaucoup plus, renseigne-toi auprès de mes parents. Et donc on s'est retrouvés à déjeuner avec Alain, Isabelle Griezmann, les parents, avec Maude, avec la femme d'Antoine Griezmann. Et j'ai vu le papa un peu méfiant, c'est son caractère, et je peux comprendre, voulant un peu protéger son fils. Et puis voilà, j'ai essayé de les convaincre qu'ils auraient la maîtrise du récit. J'ai apporté le livre que j'ai fait avec Lisa Razou, que la maman de Griezmann adore. Donc ça les a mis en confiance et donc Antoine et Isabelle m'ont raconté leur histoire. C'est Isabelle qui était elle-même serveuse dans un café, qui a rencontré... Isabelle, c'est la... C'est la maman, pardon, d'Antoine Griezmann, dont la famille est d'origine portugaise et le grand-père d'Antoine Griezmann avait quitté la dictature du Portugal et était monté... Griezmann, ça sonne un petit peu allemand, non? Alors un peu d'alsacien, ça c'est du côté papa, et du côté maternel, c'est un peu portugais. C'est pour ça qu'il y a un Amadeo, je crois, qui est le grand-père d'Antoine Griezmann, qui a joué en première division dans un club qui s'appelle Pacos de Ferreira. Donc c'était un mélange, et Antoine Griezmann n'avait pas forcément de date en tête, de précision, donc je suis allé rencontrer les parents pour ça, et d'ailleurs ça me fait penser que l'un des plus beaux compliments que j'ai eu, parce qu'en fait, moi je me mets dans leur part, dans leurs mots, donc il faut que le livre, il se l'approprie. Griezmann, c'est tellement impliqué qu'il m'a envoyé des petits textes que lui-même a écrits par mail, en racontant par exemple le jour où il a appris qu'il allait être papa, le jour où il a raté une occasion parce qu'il pensait à son mariage et qu'il était perturbé. Donc, il s'est vraiment, il a joué le jeu et le papa, quand il a lu le livre, il m'a dit le livre est très réussi parce que c'est vraiment Antoine. Et pour moi, c'est le plus beau compliment, c'est-à-dire que c'est mon livre évidemment, mais moi je suis que l'interprète en fait de ces mots. Donc mon rôle, c'est pas qu'on sente forcément mon style, c'est que ça soit un peu rythmé et que le lecteur apprenne des choses. Bon Arnaud, on était un peu surpris par la pluie. Chaville, je suis désolé, c'est chez moi, il pleut parfois, c'était brutal. C'est la région parisienne. Bon, en tout cas, vraiment merci de m'avoir accordé cette interview. J'ai appris tellement de choses sur les joueurs, toutes les petites anecdotes que tu as pu raconter. Et c'est vrai que sans faire ancien combattant, moi j'ai connu une époque où les joueurs étaient quand même approchables. Aujourd'hui, en fait, je ne vais pas finir là-dessus, mais c'est pour bien qu'on comprenne par exemple Kylian Mbappé ou d'autres n'ont pas besoin de la presse. Ils sont tellement puissants avec leurs réseaux sociaux, quand il faut faire passer un message, ils n'ont pas besoin des journalistes. Pas besoin de la presse. Moi j'ai toujours essayé d'expliquer aux joueurs de foot, quand on les voyait, quand on les approchait, que nous étions qu'une convoi de transmission entre le grand public et eux. Et en fait, ils sont, à part les banalités en zone mixte, ils ne donnent pas grand-chose. J'avais fait une fois un plateau télé avec Jean-Claude Blanc, qui était directeur général du PSG, et il m'expliquait qu'en fait, les joueurs, et je le savais, n'ont pas besoin des journalistes. En revanche, ce que veut le PSG, c'est que, et c'est comme ça qu'ils sont positionnés, c'est que quand un touriste étranger vient à Paris, il visite le Louvre, la Tour Eiffel, et il va au Parc des Princes. Donc le football, il a changé, comme a dit Mbappé. Il n'a pas tort, mais je trouve que c'est dommage que les joueurs de foot d'aujourd'hui, on s'y attache moins parce qu'on les connaît moins. Et moi, sans dire que c'était un âge d'or, tous les champions du monde 98, on pouvait les appeler, le off restait off, et il y avait moins de surveillance, moins de réseaux sociaux et moins de curiosité malsaine, on va dire. D'accord. Bon, bah écoute, merci beaucoup. C'était un plaisir. Merci Arnaud. À bientôt Vincent. À bientôt. Ciao.